Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. C'est l'heure pour nous de se retrouver pour la lecture que je vous ai présentée la semaine dernière. Nous allons aborder aujourd'hui 2 chapitres et vous verrez qu'à la fin du 2e chapitre, il y a un questionnaire. Donc je vous invite dès à présent à vous munir d'un crayon et d'un papier parce que par la suite il y aura un petit questionnaire, je vous en dis pas plus, faites-moi confiance. Munissez-vous d'un papier et d'un crayon. Chapitre 1. Les obstacles au lâcher-prise et les moyens de les dépasser. Tout au long de notre vie, nous développons des croyances, des habitudes, des craintes diverses. Nous imaginons toutes sortes de dangers qui nous poussent à contrôler ceux qui nous entourent et le monde dans lequel nous vivons. Nous acceptons des limites qui n'en sont pas vraiment, et nous soupirons au cœur de ce que nous croyons être notre esclavage. Nous sommes comme ces éléphants dont parle une vieille histoire hindoue. Au nord de l'Inde, lorsqu'un éléphanteau naît, on l'attache par un pied à un arbre. Il tente vainement de briser la corde qui le relie à l'arbre. Puis, après quelques tentatives, il renonce à la lutte et accepte son entrave. Au bout de quelques semaines, on continue à mettre une entrave à son pied, et il n'y a même plus besoin de mettre une chaîne entre le cercle de métal qui entoure sa jambe et l'arbre, car l'éléphant a intériorisé le fait qu'il était enchaîné. Il n'essaie même plus de s'en aller. Jusqu'à la fin de sa vie, il reste prisonnier de sa croyance et de son habitude, alors même que rien ne relie plus son pied à un arbre. Ainsi, nos croyances et nos habitudes représentent le premier obstacle, le fréquent au lâcher-prise. Ces croyances nous viennent particulièrement des messages que nous recevons de la part de ceux qui nous entourent alors que nous grandissons. Elles se renforcent en nous à mesure que passent les années, car nous avons tendance à sélectionner dans notre environnement ce qui peut les confirmer. Si je crois que je suis incapable de vivre en harmonie avec mon conjoint, je vais avoir tendance à regarder tout particulièrement les conflits et les tensions qui surgissent plutôt que les moments d'harmonie, afin de me prouver à moi-même que j'ai bien raison de croire ce que je crois. Le deuxième obstacle au lâcher-prise consiste à faire dépendre mon bonheur des circonstances extérieures. Si mes enfants ont un bon travail et font un heureux mariage, je serai heureuse. Si mon conjoint me donne l'attention que je désire, je connaîtrai le consentement. Si on m'accorde la promotion que je souhaite au travail, alors tout ira bien pour moi, et ainsi de suite. De cette manière, la personne n'est jamais heureuse, car la vie ne nous accorde pas tout ce que nous désirons. Le troisième obstacle est la codépendance. Pour Charles Wanfield, spécialiste dans ce domaine, la codépendance repose sur la croyance que quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, à l'extérieur de notre être essentiel, peut nous apporter la joie et la réalisation de nous-mêmes. Il s'agit le plus souvent de la préoccupation permanente concernant une autre personne que l'on désire contrôler pour son bien. On cherche alors à vivre sa vie. On est obsédé par ce qui se passe pour elle, au lieu de lâcher prise et de vivre pleinement sa propre existence. Le quatrième obstacle est relié au but que nous nous fixons par nous-mêmes. Les buts sont importants, oui. Ils donnent une direction à nos efforts. Ils structurent nos jours, ils motivent l'effort. Le problème majeur lié au but, c'est qu'ils peuvent devenir si importants dans notre vie que nous nous confondons avec eux et que, lorsque nous devons renoncer à les atteindre, pour une raison ou pour une autre, nous agrippons à eux. Nous n'arrivons pas à lâcher prise. Un vieux psychiatre disait « Il existe 2 dangers majeurs dans le monde du travail. Ne pas croire à ce que l'on fait ou trop y croire. » L'équilibre est au milieu de ces 2 pôles. Dans le lâcher-prise, je me dirige vers ce but. Je mets tout en œuvre pour l'atteindre, tout en sachant que, peut-être, j'aurai à en changer. Le meilleur moyen de relativiser l'importance donnée au but que l'on poursuit et de lâcher prise consiste à relire fréquemment le premier chapitre de
L'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit y a-t-il pour l'être humain de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Un âge s'en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, et le soleil se couche. Il aspire à ce lieu d'où il se lève. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Le cinquième obstacle, au lâcher-prise, réside au niveau des émotions négatives que l'on peut nourrir, comme le ressentiment, la rancune, la haine, le désir de vengeance ou encore la peur. Lorsque, pour des raisons diverses, nous nous sommes sentis attaqués, trahis, critiqués, rejetés, en un mot offensés, nous avons tendance à en vouloir plus ou moins incessamment à ceux qui nous identifions comme offenseurs. Nous pensons à eux, nous ressassons inlassablement la teneur de l'offense, son effet sur nous ou nos proches. Nous durcissons nos cœurs et devenons obsédés par les désirs de vengeance. Les années peuvent passer, la blessure reste, nous n'arrivons pas à lâcher prise. Parfois, c'est la peur qui occupe notre esprit. Nous oublions que la réalité, même de notre condition humaine, est de vivre dans l'incertitude. À cause de cette peur, nous tentons de contrôler exagérément notre vie et celle des autres, et nous n'avons plus la peur, la paix intérieure, ni la confiance nécessaire à cette paix. Le sixième type d'obstacle au lâcher-prise réside dans l'impossibilité de terminer des situations, de se préparer, de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Tant de gens entretiennent leurs plaies psychologiques, les empêchant de se cicatriser, refusant de guérir ce qui a été douloureux dans leur vie pour pouvoir avancer vers ce qui vient, vers ce qui est nouveau. Ces 6 sortes d'obstacles sont parmi les plus importants qui maintiennent l'être humain dans l'inconfort, dans le mal-être et parfois dans une vie difficile. Chacun d'entre eux peut être surmonté, le lâcher-prise est possible. Dans les pages qui suivent, je vais décrire plus en détail chacun de ces obstacles et proposer des moyens de les surmonter. Citation. La vie, c'est ce qui se passe inexorablement lorsqu'on est occupé à courir après des attentes et des dépendances. Chapitre 2. Ouvrir la porte de la prison des croyances et des habitudes. Chaque enfant vient au monde avec un potentiel incroyable, prêt à vivre pleinement, à apprendre, à découvrir, à aimer. Très vite, malheureusement, il reçoit des messages innombrables provenant de son entourage. Il se peut qu'il soit accueilli avec joie et qu'il reçoive du soutien, de l'amour, alors qu'il grandit. Cependant, même lorsque les conditions sont bonnes, que les parents sont compétents et aimants, ils partagent avec leur enfant leurs croyances limitantes. Par exemple, le monde est dangereux. Ne fais pas confiance aux gens qui t'entourent. Ou encore, tu n'y arriveras pas. C'est trop difficile. Ou le bonheur n'existe pas. Ou la vie est absurde. L'enfant qui n'a que ses parents ou ceux qui s'occupent de lui comme modèle et référence centrale accueille petit à petit tous ces messages et les fait siens, limitant ainsi sa vie, l'amputant de ce qu'elle recèle de joie et de beauté. L'analyse transactionnelle décrit 12 interdictions fondamentales qui sont formulées involontairement pour ceux qui élèvent l'enfant. 4 de ces interdictions concernent la dimension de l'être. 1. N'existe pas. Message que l'enfant entend lorsqu'il apprend qu'il est né par accident, qu'on ne l'entendait pas, que s'il n'était pas né, tout aurait été mieux dans la famille. Tout aurait été mieux dans la famille. 2. Ne sois pas enfant. C'est ce que comprend celui qui a plusieurs frères et sœurs, dont il doit s'occuper parce qu'il est justement l'aîné. 3. Ne grandis pas. Le dernier enfant de la famille peut recevoir ce message, lui qu'on craint de voir partir, de voir grandir. 4. Ne sois pas toi-même. C'est le message qu'entend une fille
à qui on révèle qu'on attendait un garçon et à qui on donne un prénom ambigu comme Claude ou Dominique. 4 autres interdictions concernent les sentiments. 5. N'exprime pas ce que tu ressens. Lorsque l'enfant découvre qu'il ne peut pas faire confiance, que ce qu'il ressent est méprisé, qu'on lui signifie ce qu'il doit ou non ressentir, il comprend qu'il ne faut pas se risquer à ouvrir son cœur et il se referme sur lui-même. 6. Tu n'as pas le droit d'exprimer tel ou tel sentiment. Cesse de pleurer pour rien. Tu es en colère, alors va dans ta chambre jusqu'à ce que tu sois calmé. Un garçon n'a pas peur de descendre seul à la cave. Non, tu n'es pas triste, tu es fatigué, c'est tout. 7. Ne sois pas proche. C'est ce que comprend l'enfant dont on repousse les marques d'attention et qu'on ne prend jamais sur les genoux ou dans ses bras. 8. N'aie pas de plaisir. Tu pourras jouer lorsque tes devoirs seront finis. Bonne soirée, je vous attendrai ici toute seule. L'enfant est empêché d'avoir du plaisir ou alors se culpabilise lorsqu'il en a. Les 4 dernières interdictions concernent l'action. 9. N'agis pas. L'enfant qui n'ose pas bouger sous peine de se faire mal ou de casser quelque chose se sent vite entravé dans ses initiatives et cesse d'explorer et d'agir. 10. Ne réussis pas. Il arrive que l'un des parents soit jaloux de l'enfant et craigne d'être dépassé par lui. Bien que cela paraisse paradoxal, ce message ne peut être transmis. 11. Ne sache pas. Il arrive que certains parents craignent que l'enfant les confronte à propos de certains secrets de famille, par exemple. Dès lors, il lui interdit certains domaines de connaissances. Cesse de poser des questions idiotes. Bien sûr que ton père était là quand tu es né. 10. Ne pense pas. Le message central est « De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Tu comprendras plus tard. C'est moi qui commande, personne ne t'a demandé de penser. » Bien entendu, bien peu de gens reçoivent ces interdictions d'une manière intensive ou revenant tous ceux qui participent à leur éducation. Il reste ainsi presque toujours une possibilité d'écouter d'autres messages offerts par d'autres personnes de l'entourage. Cependant, bon nombre de croyances limitantes prennent leur source dans les messages reçus au début de notre vie. Ces croyances à propos de soi et des autres constituent le cadre à partir duquel nous lisons la vie, les gens, les événements, à partir duquel nous interprétons chaque instant de notre journée. En plus de ces interdictions, les parents et les proches de l'enfant lui transmettent des valeurs morales ou sociales sous la forme de messages contraignants qui ont pour effet de limiter l'adaptation relationnelle, de contraindre la personne, de l'emprisonner d'une certaine manière. On connaît 5 messages contraignants. Le premier, sois fort. Ce qui sous-entend, ne demande pas d'aide. Donne l'impression d'être invulnérable, débrouille-toi tout seul. 2. Sois parfait. Celui qui reçoit ce message tend au perfectionnisme. Il a un souci exagéré du détail, il cherche à contrôler tout ce qui peut l'être, il ne supporte pas le flou, l'inattendu, il est crispé sur ce qui l'entoure. 3. Acharne-toi, ce qui veut dire tu dois t'appliquer, faire des efforts. C'est en surévaluant la difficulté et en étant contracté que tu montreras ta bonne volonté. 4. Dépêche-toi. Le mot d'ordre de ceux qui ont reçu ce message est « c'est très urgent, c'est urgent. Je ne suis acceptable que lorsque je me dépêche, sinon je n'aboutirai à rien. » 5. Fais plaisir. Celui qui reçoit ce message se met en général en suradaptation. Il tente par tous les moyens de faire plaisir à tous ceux qui l'entourent et se trouve fréquemment pris dans des désirs contradictoires. Bien entendu, ces messages peuvent être donnés positivement, comme par exemple, tu as le droit de te faire plaisir, tu as le droit de prendre ton temps, tu peux réussir sans t'acharner, tu as le droit de demander de l'aide, tu peux faire bien et être satisfait avec cela. Tous ces messages, qu'il s'agit des injonctions, interdictions ou des messages contraignants, contribuent à ligoter la personne dans ses croyances à propos d'elle-même, de la vie et des autres, qui l'empêchent de vivre pleinement, de lâcher prise et de trouver la sérénité intérieure.
Sortir de la prison pour lâcher prise de tous ces messages. La première démarche consiste à identifier les messages reçus. Pour cela, il convient de se demander dans quelle mesure on se connaît le droit d'exister, d'être soi-même, d'exprimer ce que l'on ressent, d'être proche des autres physiquement et émotionnellement, d'agir, d'avoir du plaisir, de réussir, de connaître et de penser. Dans quelle mesure ces messages inhibants, si nous les avons reçus, nous empêchent-ils de vivre pleinement, de nous sentir libres, de lâcher prise de ce qui nous emprisonne? Changer ces messages à l'intérieur de nous ne va pas de soi. Il s'agit tout d'abord de bien les identifier, puis consciemment, de se donner des permissions nouvelles, de tenter ce qui semblait pas possible, de lâcher prise des interdits, des limites, des croyances limitantes. Il s'agit de devenir un bon parent pour soi-même, de s'autoriser à vivre vraiment, à prendre le risque de s'exprimer, d'agir, de réussir, d'avoir du plaisir. Au début, lorsqu'on s'accorde de nouvelles permissions, cela peut paraître artificiel, étrange, insolite. Puis, petit à petit, les anciennes croyances sont modifiées. De nouvelles expériences permettent d'abandonner les chaînes mentales qui nous retenaient prisonniers. Savoir ne suffit pas. Il est indispensable d'expérimenter, d'agir sur la base des nouvelles permissions, par exemple. Savoir qu'il est possible d'exprimer ce que l'on ressent doit déboucher sur le fait d'oser exprimer à une personne de confiance ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Il est parfois indiqué de chercher une aide extérieure, un groupe de développement personnel, un thérapeute, capable d'accompagner le changement qui est en train d'avoir lieu. Il en va de même pour les messages contraignants. Lorsqu'on les a repérés, il devient possible de s'en libérer en partie, de lâcher prise de ce qui nous maintient prisonniers. À ce moment-là, le regard sur la vie, les personnes, les événements peuvent changer. Il n'est plus nécessaire d'être parfait, les autres non plus, à l'être non plus. Il n'y a plus à s'acharner pour atteindre un but. Il est possible d'agir dans l'harmonie et de réussir avec les autres en créant des relations d'interdépendance. Lâcher prise, c'est tout d'abord une question de regard sur les choses. C'est une question d'interprétation. Au moment où je me donne la liberté de ne pas avoir à être heureux, à être parfait, à être fort, à m'acharner, à faire plaisir à tout prix ou à me dépêcher, je peux porter un regard serein sur les circonstances de la vie. Je n'ai pas à être autre chose que ce que je suis. Ma seule personnalité est de vivre pleinement et harmonieusement qui je suis. C'est à présent le moment de prendre votre papier et votre petit crayon, car le livre propose un petit questionnaire que je vous invite à faire et que je vais faire. Je mets juste sur pause, vous ne verrez rien, mais je vais moi aussi me munir d'un papier et d'un crayon. Il y a donc 35 questions, et ces questions ne sont pas ici pour vous embêter, mais plus pour essayer de comprendre quel message, quel message vous empoisonne, quelles sont vos fausses croyances. Première question. Donc, pour chaque question, indiquez en marge le numéro de la réponse qui vous convient le mieux. Ne passez pas beaucoup de temps sur chaque question. Répondez aussi rapidement que vous le pouvez. Par exemple, pour la question 1, chaque réponse a un chiffre. Donc, vous mettez question 1, j'ai répondu le 5, le 4, le 3, le 2 ou le 1. Alors, première question. 1. Pour prendre une décision, quelle qualité d'information aimez-vous avoir? 5. Presque la totalité. 4. La plus grande partie. 3. Une quantité suffisante. 2. Une quantité modérée. 1. Une quantité. Alors moi, je réponds sans réfléchir. 1, 5. Je m'excuse pour les bruits de pas. Ma fille n'avait pas vu que j'étais en lecture audio. Nous reprenons.
2. Deuxième question. À votre avis, pleurer est-il une faiblesse? 5. Oui, j'en suis fermement convaincu. 4. Oui, je le crois. 3. Sans opinion. 2. Non, je ne le crois pas. 1. Non, je suis convaincu du contraire. Alors moi, je réponds 2, 1. Troisième question. Ressentez-vous de l'irritation lorsque les autres sont lents? 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Donc moi, je réponds 5. Donc ça fait 3,5. Quatrième question. 4. Vous sentez-vous tenu d'aider les autres? 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Alors moi, je réponds le 5. Donc ce qui fait 4,5. Cinquième question. 5. Faites-vous des efforts pour atteindre vos objectifs? 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Moi, je réponds 2. Donc ça fait 5, 2. 6. Vous reprochez-vous vos erreurs? 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Moi, je réponds 6,4. 7. Demandez-vous d'où vient que tu sois blessé et triste. Est-ce que vous vous demandez souvent cette question? D'où vient que tu sois blessé et triste? 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Moi, je vais répondre 4. Donc ça fait 7,4. 8. Arrivez-vous en retard même quand vous vous êtes arrangé pour arriver à temps? 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Moi, je réponds le 1. Donc ce qui fait 8,1. 9. Offrez-vous votre aide même quand on ne vous le demande pas? 5. Presque toujours. 4. Dans la plupart des cas. 3. Cela m'arrive. 2. Dans quelques cas. 1. Rarement. Moi, je réponds le 5. 10e question. Prenez-vous du plaisir à réussir sans lutte ou sans difficulté? 5. Rarement. 4. De temps en temps. 3. D'ordinaire, oui. 2. Souvent. 1. Presque toujours. Et moi, je réponds 2. 11. Estimez-vous adéquate ce que vous accomplissez? 5. Rarement. 4. De temps en temps. 3. D'ordinaire, oui. 2. Souvent. 1. Presque toujours. Et moi, je réponds 5. Question 12. Dites-vous aux autres, il n'y a pas de quoi se lamenter dans cette situation. 5. Presque toujours. 4. Dans la plupart des cas. 3. Cela m'arrive. 2. Dans quelques cas. 1. Rarement. Moi, je réponds 2.
Question 13. Prenez-vous un rythme lent en vous disant qu'il faut vous dépêcher. 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Moi, je réponds 1. 14. Question 14. Utilisez-vous des expressions comme vous savez, pourriez-vous, pouvez-vous, voudriez-vous que, etc. Presque toujours. 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. Cela m'arrive. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Moi, je réponds 5. Question 15. Êtes-vous une adepte de la maxime essayez, essayez, essayez encore jusqu'à ce que vous réussissiez. 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Et moi je réponds 5. Question 16. Vérifiez-vous plusieurs fois les paroles des autres de craindre d'une erreur. 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Et moi je réponds 5. Question 17. Vous sentez-vous mal à l'aise de vos faiblesses? 5. Dans une très large mesure. 4. Dans une mesure importante. 3. Dans une certaine mesure. 2. Dans une mesure raisonnable. Ou 1. Très peu. Alors moi je vais répondre... Là c'est pas facile. Je vais répondre 5. Question 18. Quelle est votre réaction lorsque vous faites la queue? 5. J'ai horreur de cela. 4. Je n'aime pas cela. 3. Je n'aime ni ne déteste. 2. J'aime bien. 1. J'adore. Moi je réponds 5. Question 19. Attendez-vous que l'autre ait fini de parler avant de prendre la parole? 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Moi, je vais répondre le 4. Question 20. Vous détendez-vous lorsque vous en avez l'occasion? 5. Rarement. 4. Quelquefois. 3. De temps en temps. 2. La plupart du temps. 1. Presque toujours. Moi, je réponds 4. Question 21. Tendez-vous à la perfection? Presque. 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Moi, je réponds 5. Question numéro 22. Maîtrisez-vous vos émotions? 5. Presque toujours. 4. Dans la plupart des cas. 3. Cela m'arrive. 2. Dans quelques cas. 1. Rarement. Moi, je vais répondre 1. Question 23. Le silence vous met-il mal à l'aise? 5. Dans une très large mesure. 4. Dans une mesure importante. 3. Dans une certaine mesure. 2. Dans une mesure raisonnable.
1, très peu. Et moi, je vais répondre 5. 24e question. Vérifiez-vous si les autres sont satisfaits de vous et de vos actes. 5, presque toujours. 4, dans la plupart des cas. 3, cela m'arrive. 2, dans quelques cas. 1, rarement. Moi, je mets 5. Question 25. Utilisez-vous des tournures comme j'essayerai, je n'y arrive pas, c'est difficile. 5, presque toujours. 4, dans la plupart des cas. 3, cela m'arrive. 2, dans quelques cas. 1, rarement. Et moi, je vais répondre 5. Question 26. Vous sentez-vous tenu à la précision dans vos communications? 5, presque toujours. 4, souvent. 3, d'ordinaire, oui. 2, quelquefois. 1, rarement. Moi, je réponds 4. Question numéro 27. Réagissez-vous à des problèmes en disant « Pas de commentaire. Je m'en fous. Je ne sais pas ce que je ressens. Cela n'a pas d'importance. » 5, presque toujours. 4, souvent. 3, d'ordinaire, oui. 2, quelquefois. 1, rarement. Alors, moi, là, il faut que je réfléchisse un peu. Réagissez-vous à des problèmes en disant quelquefois. Donc, moi, c'est 2. Question 28. Et n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière si je vais trop vite. Donc, question 28. Pianotez-vous ou tapez-vous des pieds en signe d'impatience? 5, presque toujours. 4, souvent. 3, d'ordinaire, oui. 2, quelquefois. 1, rarement. Donc moi, je mets la 4. Question 29. Pensez-vous que vous devez rendre les autres heureux? 5, presque toujours. 4, souvent. 3, d'ordinaire, oui. 2, quelquefois. 1, rarement. Alors moi, je réponds 5. 31e question. Ou dites-vous, ou dites-vous aux autres, au moins j'ai essayé, ou des phrases semblables. 5, presque toujours. 4, dans la plupart des cas. 3, cela m'arrive. 2, dans quelques cas. 1, rarement. Moi, je mets 4. 31e question. Dites-vous par exemple, cela n'est pas tout à fait exact. Voici une autre proposition. 5, presque toujours. 4, dans la plupart des cas. 3, cela m'arrive. 2, dans quelques cas. 1, rarement. Je vais mettre 3. Question 32. Vous tenez-vous droit, les bras croisés et les mains raides? 5, presque toujours. 4, souvent. 3, d'ordinaire, oui. 2, quelquefois. 1, rarement. Moi, je réponds 1. Question 33. Remettez-vous à plus tard pour ensuite vous précipiter à la dernière minute. 5, presque toujours. 4, souvent. 3, d'ordinaire, oui. 2, quelquefois. 1, rarement. Moi, je réponds 5. Question 34.
Pensez-vous qu'une tâche n'a de valeur que si quelqu'un l'a approuvée? 5. Presque toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Moi je réponds 1. 35e et dernière question. Préférez-vous le combat à la victoire? 5. Toujours. 4. Souvent. 3. D'ordinaire, oui. 2. Quelquefois. 1. Rarement. Et moi, je vais répondre 1. À présent, je vais vous mettre à l'écran la grille. Une grille, un tableau, où vous verrez qu'il y a le nombre de questions. Et dans cette... vous recopiez, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Et voilà, la question 1, la question... Voilà, c'est un tableau. Je vous mettrai... je vous mettrai peut-être pas le score, je vais le faire moi-même, mais je vous mettrai peut-être pas le score, mais voilà, mettez-moi en base de commentaires le score que vous avez eu. Donc, vous pouvez introduire les réponses dans le tableau ci-dessous, en reportant dans la colonne de score S le chiffre de votre réponse à la question indiquée. Ensuite, faites le total de chaque colonne et inscrivez-le dans la case totale. Interprétation. Pour chaque colonne, un total égal ou supérieur à 25 indique la présence du message contraignant correspondant. Donc moi, je vais faire mes petits calculs. Alors, moi sur le tableau, à la section soit parfaite, j'obtiens un score de 31. À la section soit fort, soit forte, j'obtiens un score de 16. À la section dépêche-toi, j'obtiens un score de 26. Ensuite, dans la section fais plaisir, j'ai eu un score de 30. Dans la case fais plus d'efforts, j'ai eu un score de 23. Donc, ça renvoie plusieurs messages, bien évidemment, puisque un score égal ou supérieur à 25 indique la présence du message contraignant correspondant. Donc moi, en entendre, donc j'ai 1, 2, 3 messages contraignants qui sont le sois parfaite, dépêche-toi et fais plaisir. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Il faut savoir aussi faire des pauses quand on s'aperçoit de quelque chose. D'ailleurs, les livres sur le développement personnel ne se lisent pas d'un trait. On a besoin peut-être des fois de décrocher, d'ouvrir un peu plus sa conscience, de réfléchir. Et je pense que c'est une très jolie manière de clôturer cette lecture d'aujourd'hui, de ce soir. Nous nous arrêtons sur une prise de conscience, sur des fausses informations qu'on nous a mis dans la tête, des messages contraignants. Je pense que moi, de mon côté, je vais pouvoir y réfléchir. N'hésitez pas à me donner vos scores dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette lecture. Bonne soirée.